Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et aujourd'hui, France Culture consacre une journée spéciale à l'enseignement alors qu'élèves et professeurs reprennent le chemin de l'école après 2 semaines mouvementées au cœur desquelles la liberté d'expression a été sombrement attaquée, l'éducation source d'émancipation, oui mais cela n'est pas toujours aisé. Pour en parler, je suis en compagnie de Monique Cantos-Perber. Bonjour, vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, membre du comité d'éthique, ancienne directrice de l'ENS et présidente fondatrice de PSL. On vous doit notamment l'oligarchie de l'excellence aux presses universitaires de France et la fin des libertés ou comment refonder le libéralisme chez Albin Michel. Quel sens doit être celui de cette journée d'hommage, Monique Cantos-Perber? C'est un moyen pour toute la communauté éducative, c'est-à-dire à la fois les professeurs mais également les élèves, de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé et d'essayer d'en comprendre le sens. Alors cette journée d'hommage est quand même relativement calibrée. Au départ, on avait prévu un moment d'échange entre les professeurs et puis ensuite la lecture de la lettre de Jean Jaurès qui a été rédigée pour la Dépêche de Toulouse en 1888, donc il y a quand même assez longtemps. Et puis un moment de confrontation, d'échange de points de vue, d'explication, de prise de conscience collective avec les élèves. La chose a été allégée en raison du confinement. Mais il était important de réserver dans le temps scolaire un moment de réflexion, non seulement pour ce qui va être dit, mais également pour marquer l'importance de l'événement et la nécessité de prendre du surplomb, la nécessité de faire de ce retour en classe un moment de confrontation, de dépassement des controverses et des conflits, et surtout d'essayer de trouver un langage commun entre tous les élèves et leur faire comprendre la portée de dont d'une certaine manière ils ont été témoins, même pour ceux qui n'étaient pas dans ce lycée. Mais alors justement, est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il n'est pas trop tard alors même que ces 2 semaines où l'on a beaucoup débattu, Monique Cantos-Perber, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses fractures dans l'école, qu'un certain nombre de sujets ne pouvaient pas être abordés, de l'enseignement de la Shoah à une vision scientifique en cours de sciences de l'histoire naturelle? Ça, c'est un courant où ce sont des constats qui sont faits depuis longtemps, depuis, à vrai dire, le début des années 2000. Il y a des formes des pressions, des intimidations de plus en plus nombreuses qui se manifestent par des protestations d'élèves, par des interventions de professeurs. Ce qui conduit évidemment, c'est bien naturel, aucun professeur n'a envie d'avoir un débat permanent dans sa classe ou même des troubles, donc ce qui conduit inévitablement à une autocensure. Au fond, la vertu de cet événement tragique est d'avoir mis clairement sur la place publique ce problème. Il a été dénoncé, je vous le rappelle, dès 2000, donc dans les années 2000, par le rapport de M. Oudin, ensuite par l'ouvrage de 2 sociologues qui s'appelait La tentation islamiste, et par de nombreuses études de terrain qui soulignaient le fait qu'un certain nombre d'élèves, en particulier dans certains quartiers, contestaient les lois de la République et contestaient le programme de l'éducation nationale. Alors nous sommes dans un pays, dans une tradition républicaine où chacun peut entretenir les opinions qu'il veut, à condition que leur expression ne compromette absolument pas les règles communes de vie collective. Donc, d'une certaine façon, c'est cette distinction fondamentale qui est à faire comprendre aux élèves. La croyance est une chose, les actes en sont une autre, et les opinions énoncées publiquement, avec un supposé effet sur autrui, et sont radicalement différentes de la croyance. Cette distinction doit être constamment rappelée. Et la tragédie qui s'est produite permet de le rappeler clairement. Il n'y a pas de remise en cause du programme scolaire. Il est défini, il est au cœur de l'idée d'une éducation nationale et d'une instruction publique. En conséquence, le programme scolaire est appliqué tel qu'il est. Et ça vaut pour l'enseignement de l'histoire et des religions, ça vaut pour l'éducation sexuelle et la présentation des sciences naturelles, ça vaut pour un ensemble de questions difficiles qui ont trait, en effet, au nationalisme arabe, à la création de l'État israélien et à la Shoah, entre autres choses. Mais alors justement, est-ce que à cet égard on peut rattraper le temps perdu? Est-ce qu'il n'y a pas eu
beaucoup d'années qui se sont passées sans finalement qu'il y ait de réaction, puisque aujourd'hui c'est l'assassinat de Samuel Paty qui provoque ce choc, Monique Cantos-Perbert, mais en réalité les premiers événements, y compris d'ailleurs la mort d'un professeur parce que c'était un enseignement. Je pense par exemple à l'assassinat qui a été perpétré par Mohamed Merah, l'attentat islamiste à l'école juive de Toulouse. Ça fait 8 ans que cela est intervenu. Pourquoi ce délai de latence, selon vous? Il y a toujours, comme vous dites, de manière assez euphémisante, un délai de latence entre l'observation de certains événements qui ne paraissent pas nécessairement liés les uns aux autres et la compréhension qu'il s'agit d'un phénomène d'ensemble. L'esprit humain résiste d'une certaine manière à comprendre le sens d'une série de faits qui ont un lien entre eux, mais dont la signification globale n'est pas encore dégagée. Et d'ailleurs, heureusement qu'on ne comprend pas trop vite, parce qu'on peut très vite s'égarer aussi, et partir sur une fausse interprétation et une idée qui serait plutôt fourvoyante qu'éclairante. Là, plusieurs années sont passées, à vrai dire près d'une vingtaine d'années sont passées depuis les derniers événements, un peu moins depuis la tragédie de Toulouse, mais maintenant la chose est claire. Elle est non seulement claire parce que le sens apparaît, mais claire parce que nous avons un certain nombre de textes qui attestent cela. Nous avons des études qui montrent que en particulier un sondage dont beaucoup parlent et dont j'aimerais mieux connaître les conditions de réalisation, mais qui est quand même consternant par son résultat. Plus d'une majorité des élèves de moins de 25 ans, en tout cas dans certains types d'établissements, considèrent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Nous avons un certain nombre de données. Nous avons également des textes doctrinaires qui revendiquent et demande une remise en cause du programme scolaire et qui désigne la laïcité française ou le programme scolaire tel qu'il est enseigné aujourd'hui en France, dans l'idée de ne promouvoir et de ne favoriser aucune religion et de n'en condamner aucune, et d'une certaine façon une cible, une prise de guerre, l'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui, reprenant des expressions inspirées de Gramsci, une guerre culturelle. Il s'agit d'installer une forme d'emprise ou d'influence sur quelque chose qui, jusqu'à présent, depuis plus d'un siècle, était resté à l'écart et préservé de cette forme d'intimidation et de pression. Et d'une certaine façon, la lettre de Jaurès est très instructive pour cette raison, parce qu'on peut se demander, on s'adresse aux élèves de 2020, en leur citant un texte qui date de 1888 et qui a été forgé dans un contexte, d'ailleurs, où la loi de laïcité n'avait pas encore été votée, dans un contexte intellectuel, culturel tout à fait différent, où très peu d'enfants accédaient aux études secondaires et encore moins aux études supérieures. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quelques dizaines de milliers d'enfants dans l'enseignement supérieur à la fin du 19e siècle. Donc on est dans un contexte culturel qui n'a rien à voir avec la massification de l'éducation d'aujourd'hui. Mais il reste que ce texte est actuel et extrêmement profond parce que d'une certaine façon, d'abord il atteste de la réalité de la tradition française et de la continuité de la transmission. Il exprime clairement des valeurs qui sont des valeurs républicaines et qui est d'une certaine façon assez émouvant par le respect qui est dû aux élèves. Parce que cette lettre s'adresse à des professeurs, elle ne s'adresse pas à des élèves, mais elle enseigne aux professeurs et elle demande aux professeurs de respecter leurs élèves tout en étant extrêmement exigeants et même intransigeants et en insistant sur l'importance de leur tâche. Vous avez entre vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. D'une certaine façon, la vocation de l'école, dans une tradition républicaine, n'a pas changé depuis plus d'un siècle. Oui, c'est vrai, mais on voit que dans cette lettre, à peu près tous les éléments qui sont évoqués par Jaurès sont les éléments qui sont aujourd'hui remis en cause. C'est probablement pour cela qu'il faut la lire. Alors, je cite quelques extraits. L'histoire de l'espèce humaine, la structure du monde, l'histoire propre de la Terre dans le monde et le rôle propre de la France dans l'humanité. Et c'est précisément ce que une partie, en tout cas, de la pensée postcoloniale ou décoloniale évoque comme étant la cause, la responsabilité de la France. Dès lors, est-ce que lire cette lettre, c'est une sorte d'effort désespéré, je ne sais pas moi, le cri final d'une certaine tradition qu'on voit dépérir, ou bien est-ce que vous pensez que ça peut être l'occasion d'un sursaut, Monique Cantos-Perbert?
c'est une extraordinaire occasion d'aborder des questions en montrant l'importance, en montrant que dans leur intitulé, elles restent tout à fait pertinentes. Mais évidemment, les contenus de savoir ont changé. Heureusement, d'ailleurs. L'enseignement, on n'enseigne pas aux enfants une matière morte dont le contenu a été défini il y a un siècle. Elle est constamment vivante. Et même au niveau de l'école et des programmes, de la rédaction des programmes scolaires au collège en particulier, qui est plus directement concerné par ce type de discipline, et l'histoire et la géographie en particulier, il va de soi que les résultats de la recherche, des découvertes, de l'état de la réflexion se retrouvent. Donc, d'une certaine façon, les rubriques sont inchangées. Il y a un rôle de la France dans le monde, c'est évident, qui peut s'étudier depuis le Moyen-Âge, enfin, en tout cas depuis la création du Royaume de France. Un monde qui s'est évidemment considérablement élargi au fil des siècles. Mais le contenu de cet enseignement n'a cessé de se renouveler. Et les professeurs sont extrêmement dans l'information et par leurs intérêts propres et le constant travail de mise à jour, de renouvellement des connaissances sont extrêmement sensibles à ça. Donc je crois qu'il est extrêmement important pour les professeurs de montrer qu'on enseigne aux enfants une matière acquise qu'ils doivent apprendre, mais une matière d'une certaine façon vivante, qui est en constante évolution. Et ça n'empêche pas un professeur, même en 6e, même en 5e, après avoir transmis un contenu de savoir, parce qu'il ne faut pas oublier que le débat est une chose, mais les connaissances en sont une autre, et il ne faut jamais renoncer aux connaissances, bien évidemment, sinon on ne comprend pas la portée des débats. Les enfants, on peut expliquer aux enfants que certaines questions sont discutées, certaines questions sont ouvertes, avec des partis différents. Au contraire, il n'y a rien qui, d'une certaine façon, stimule plus l'esprit de tolérance et l'esprit de respect pour la diversité des opinions que la capacité de faire comprendre qu'un débat est en cours. Continuons avec le rôle de la science, puisque c'est l'une des questions qui est problématique, Monique Cantos-Perber. Il y a eu aussi une responsabilité de l'université dans la diffusion d'une pensée relativiste. En tout cas, c'est ce qui a été souvent souligné. Est-ce que, avec cette génération qui serait relativiste au point de refuser, notamment au nom de l'islam, un certain nombre d'enseignements scientifiques, on n'aurait pas la conséquence de ces enseignements relativistes ? J'avoue qu'en tant qu'universitaire, je vois mal à quoi cela se rapporte. La polémique ou le débat entre universalisme et relativisme a une histoire d'une certaine façon très ancienne et se pose évidemment de manière extrêmement aiguë dans un monde multiculturel comme le nôtre. Et j'emploie multiculturel non pas en un sens normatif, en disant que c'est bien et qu'il faut que ça se développe, mais simplement comme élément de constat. Nous vivons dans une civilisation où plusieurs cultures sont évidemment en rapport très étroit les unes avec les autres. Ce sont des débats très anciens. D'ailleurs, on peut en trouver même l'origine dans des débats encore plus anciens en philosophie, entre empirisme et rationalisme. Donc il y a de ça, il y a en cela, si vous voulez, rien de particulièrement choquant. Je ne suis pas, en ce qui me concerne, relativiste, je suis plutôt universaliste. Mais vous voyez les débats très anciens sur la définition des valeurs, valeurs universelles ou valeurs territorialisées ou valeurs culturalisées. Ce sont des choses qui remontent à plusieurs décennies. Donc le débat existe. Maintenant, la manière dont les débats se répercutent dans l'opinion publique est une autre chose, dont les universitaires qui sont à l'origine de ce débat ne sont pas nécessairement responsables. Vous le comprenez bien. Il y a en effet une appropriation et, disons le mot, une instrumentalisation d'un certain nombre de termes et, dans certains cas, de slogans qu'on transforme en slogans et en étiquettes pour cautionner et donner légitimité à certaines positions qui, à ce moment-là, ne sont plus du tout des positions intellectuelles, objet d'une discussion et d'un débat entre des universitaires, mais des positions militantes. Or, les universitaires, et c'est ce qui les caractérise, ne sont pas des militants. Enfin, certains le sont, mais en dehors de leur travail universitaire. Ils sont... Non, la raison pour laquelle ils ne sont pas des militants est essentielle. C'est que dans le monde universitaire, la seule règle,
et le débat, c'est-à-dire la mise en danger de ses certitudes et de ses convictions en recevant les objections et en se forçant à y répondre de manière argumentée et convaincante. Ça, c'est la règle. Il n'y a pas d'autorisation, en quelque sorte, de participer à un débat universitaire, à une vie universitaire, si on ne s'engage pas à cela. Dans le monde militantisme, il en est tout à fait autrement. On est dans l'endoctrinement, dans le discours unique, on écarte les objections, on fonce vers son objectif, et d'une certaine façon, la complexité du monde n'est plus pertinente. Donc ce sont deux modes de fonctionnement des discours radicalement différents. Les universitaires sont dans leur domaine, mais ils ne peuvent empêcher, et nul ne peut empêcher que des idées, des thèmes, des mots soient repris comme des slogans, par des personnes qui cherchent à rallier, à faire meute, à fanatiser et dans certains cas à cautionner des actes horribles par des termes qui sont empruntés à des universitaires. Mais je crois que faire peser sur les universitaires en tant que tels la responsabilité de cet usage serait véritablement un déni adressé à toute la tradition vivante et contradictoire de la pensée française. Monique Cantos-Perber, vous êtes philosophe et directrice de recherche au CNRS. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cet hommage au professeur Samuel Paty et puis tenter en cette journée particulière qui sera suivie sur France Culture particulièrement avec de nombreuses émissions, de voir quelles sont les différentes possibilités pour la République de rendre hommage à ce professeur et de tenter de mettre un terme à un certain nombre de fractures que l'on observe dans la société. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer les combats pour l'éducation en cette journée spéciale, journée d'hommage à Samuel Paty, nous sommes en compagnie de la philosophe et directrice de recherche au CNRS, Monique Cantos-Perber. Monique Cantos-Perber, il faut évoquer les caricatures, leur emploi, leur rôle. Vous avez consacré un article à ce thème, un article que l'on peut retrouver sur le site de France Culture. Comment faut-il apprendre à lire une caricature aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement, la lire pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas l'énoncé d'un point de vue, ce n'est pas une information. Une caricature, c'est une sorte de coup de projecteur jeté de manière unilatérale sur un aspect d'une réalité complexe, quelle qu'elle soit, sociale, religieuse, culturelle, ce qu'on voudra. Les thèmes d'inspiration des caricaturistes sont extrêmement nombreux. Ce qui veut dire quoi ? Que la caricature, elle se signale d'elle-même. Le trait grossier, l'image simplifiée, tout lecteur comprend que ce n'est pas réaliste, que ce sera de toute manière injuste par rapport à ce dont il est question. De plus, les caricatures, elles jouent sur des stéréotypes, forcément, puisqu'il faut que le lecteur comprenne tout de suite ce dont il s'agit. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de conditions qu'on appelle en philosophie des conditions de félicité, qui sont des conditions extérieures. Félicité au sens où, si elles ne sont pas là, on ne comprend pas que c'est une caricature. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le stéréotype, qui vient de débarquer d'une autre planète, qui n'a pas encore compris que ce type de dessin, ça voulait dire que ce n'était pas vraiment la réalité, eh bien, il ne comprend pas la caricature. Donc ça n'est pas un contrat de lecture, c'est un contrat de regard. C'est un contrat de regard, c'est un contrat d'interpellation, un contrat d'injonction, mais il est vrai qu'on est dans le partiel, l'unilatéral, et ce qu'on pourrait appeler une forme d'injustice à l'égard de la complexité du réel. Donc, mais cela dit, il y a en France une tradition de caricaturistes très ancienne, et ça a été beaucoup étudié par les historiens. L'humour français, qui se traduit dans la caricature, est un humour méchant, caustique, cynique. On n'est pas dans l'humour affable et plus inclusif que l'on trouve dans la tradition anglo-américaine. Et d'ailleurs, l'humour et les caricatures ont prospéré plutôt dans le camp réactionnaire que dans le camp progressiste, bien évidemment. Les Dreyfusards excellaient par leurs arguments, et les anti-Dreyfusards par leur caricature. C'est quand même une tradition qui est un peu au service de la méchanceté. Mais une méchanceté salutaire, une méchanceté qui, d'une certaine façon, jette un éclairage complètement nouveau sur des réalités. Et évidemment, la loi les lois sont tout à fait claires, depuis les lois de 1881. Caricature ne peut pas s'exempter des contraintes qui pèsent sur la liberté d'expression. Elle peut porter sur des entités abstraites, des religions, des croyances, elle peut porter sur l'autorité, désigner l'autorité politique, elle peut porter sur toutes sortes de valeurs, mais elle ne doit pas viser des individus
ou des groupes qui soient reconnaissables en tant que tels. Et alors évidemment, parfois, la ligne de séparation est difficile à tracer, mais c'est ce qui explique que certains caricaturistes soient relaxés ou acquittés en justice lorsqu'ils sont objets de poursuite, par exemple pour injure raciale. Ce fut le cas avec Charlie Hebdo. Et que d'autres sont lourdement condamnés. Mais Monique Cantos-Perber, on aimerait comprendre pourquoi les caricatures déclenchent de telles réactions, puisque c'est le cas depuis la première publication de ces caricatures dans le Gilland Posten originellement, puis dans Charlie Hebdo bien sûr. Pourquoi y a-t-il sans cesse, en particulier avec ces caricatures, des réactions violentes, des actes terroristes qui visent donc des gens qui sont censés faire rire, alors qu'il pourrait y avoir des réactions visant d'autres personnes? Il y a une sorte de mystère de la charge symbolique de ces caricatures. Mais ce qui montre l'efficacité des images et d'une certaine manière, j'ose pas dire le talent du caricaturisme, en tout cas, il vise un effet et cet effet, il l'obtient. Alors c'est peut-être un effet qui a lui-même des conséquences délétères, mais il est sûr que la caricature est une interpellation et ça peut être une interpellation violente, méchante, caustique, qui déstabilise le lecteur dans ses croyances. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut, évidemment, quand on est l'objet d'une caricature, en général, on n'est pas très content, c'est bien évident, mais il faut arriver à faire la part des choses et surtout bien identifier la cible de la caricature. S'agit-il d'une croyance, d'une entité abstraite, d'une opinion, ou s'agit-il d'une personne ou d'un groupe, qu'elle y soit ethnique ou autre? Donc, à ce moment-là, si vous voulez, la caricature bascule. Ce n'est pas la mise en cause et la déstabilisation, mais c'est véritablement l'injure et la diffamation qui, elles, sont punies par la loi. Un philosophe américain, Jeremy Waldron, avait proposé de distinguer entre deux types de mal, si je puis dire. Le mal fait à l'intellect et le mal fait à la dignité de la personne. Le mal fait à l'intellect, ce n'est jamais très agréable à ressentir, puisqu'on est déstabilisé dans ses convictions, dans ses croyances, on a l'impression que ce à quoi on a consacré sa vie ne veut plus rien. Nul ne réagit de manière très, très, très affable à l'égard de ce genre de critique. En revanche, le mal fait à la dignité, c'est tout à fait autre chose. Dignité est à comprendre en termes de situation humaine, parce qu'on vous dit, vous êtes disqualifié, vous n'appartenez plus à la communauté humaine, dégagée en quelque sorte. Donc là, si vous voulez, c'est la personne elle-même ou le groupe auquel elle appartient qui se trouve mise en cause et c'est tout à fait différent. Un exemple, si vous voulez, pour parler de manière plus concrète, une caricature que tout le monde connaît, la caricature de Cabu, c'est dur d'être aimé par des cons, vous connaissez ça, représentant Mahomet, mais il est clair, la légende le dit tout à fait clairement, que les cons en question, ce ne sont pas les musulmans, ce sont clairement ce qu'on appelle les islamistes, c'est-à-dire ceux qui ont un programme politique qui consiste en une forme de prise de pouvoir culturelle. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, la cible n'est plus la cible d'individus, de groupes ou de croyants, mais une cible politique. Et la caricature change complètement de sens. Parfois, d'ailleurs, certaines caricatures aujourd'hui sont obligées d'être accompagnées d'une légende, précisément parce qu'il y a une crainte tout à fait légitime de tomber dans l'ambiguïté. Donc, mal fait à la dignité, ça c'est un véritable dommage. Le mal fait à l'intellect, aux croyances, c'est ce qu'on appelle une offense. Et la distinction entre offense et dommage est une distinction nécessaire. Un dommage est un tort constaté. La parole peut faire mal. Les dessins peuvent faire mal. Et il y a des mots admissibles et d'autres qui ne le sont pas. Ils ne sont pas admissibles lorsqu'ils mettent en cause directement la personne ou le groupe auquel elle appartient et les disqualifient, les expulsent de la communauté humaine. En revanche, l'offense, c'est un mal différent. Il est lié au trouble, au fait d'être choqué, d'être pas content, d'être en colère. Mais la loi ne le sanctionne pas
parce que d'une certaine manière, d'autres personnes qui pourraient assister à cette scène d'offense trouveraient que vraiment il n'y a rien de spécial, parce qu'elles ne partageraient pas les croyances et les convictions. Cette distinction n'est pas toujours facile à faire de manière rigoureuse, c'est le rôle des juges le plus souvent de la faire, mais elle est indispensable, sinon nous entrerions dans un régime d'arbitraire et la loi de 81 ne protégerait plus la liberté d'expression, parce que c'est une loi pour défendre la liberté d'expression, pour la limiter, mais pour la défendre également. Alors, on retrouve sur le site de France Culture le long article que vous consacrez à l'histoire de la caricature, Monique Cantos-Perber, où l'on peut retrouver notamment des dessins que l'on aimait bien, les dessins de Cabu. Il y a une chose que l'on peut constater aussi, c'est que cette tradition, comme vous l'avez dit, c'est une tradition française. Elle est très longue dans notre République, et puis elle va être de plus en plus française, puisque par exemple le New York Times a décidé de ne plus publier de caricatures. C'est une décision très lourde qui signifie que la France est de plus en plus isolée à cet égard. Comment l'interpréter ? Vous faites référence à la décision donc, du New York Times de supprimer la caricature politique de son édition internationale, à la suite de la publication d'une caricature d'un dessinateur qui était un des dessinateurs, pas attitré, mais collaborateur régulier de cette édition, qui représentait en effet, sur un terme qui est lié à la manière dont la politique américaine, d'après le caricaturiste, se laisse influencer par l'État israélien et la communauté juive américaine. On y voyait Trump aveuglé par un bandeau, tenant en laisse une sorte de teckel, qui avait l'air d'ailleurs beaucoup plus futé que la personne qui le guidait, et ce teckel était Netanyahou. Alors là, d'une certaine manière, on a affaire à une caricature politique classique. Ça veut dire, bon voilà, les États-Unis sont complètement soumis au lobby juif. Enfin, on est quand même dans un thème un peu conspirationniste. Mais bon, ça passe. C'est une question politique. Le problème, c'est que Trump avait une kippa et Netanyahou une étoile de David. Et là, on entre dans un autre imaginaire, voyez-vous. Immédiatement, c'est l'étoile jaune, c'est l'extermination des Juifs d'Europe. C'est tout un contexte qui fait que le thème antisioniste de cette caricature devient franchement mise en cause de la Shoah, non-compréhension de la gravité de cet événement et donc aux frontières de l'antisémitisme. À ce moment-là, le New York Times décide de supprimer la tradition du dessin politique, de la caricature politique, et Charlie Hebdo titre où est le dessin, puisqu'évidemment il n'y a plus de dessin dans le New York Times. Mais d'une certaine manière, cette décision était sur ce cas-là peut-être légitime. Mais la décision de supprimer ce dessin était peut-être légitime. Lequel avait de toute façon déjà été publié. À la caricature politique, c'est un très mauvais signal, parce que cela veut dire on ne peut plus rien dire. Ça accrédite la thèse qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dessiner. Plus rien dire, ni plus rien dessiner. Puisque, d'une certaine manière, ça montre que ce qui se dit dans un journal dépend, enfin, et est soumis à l'appréciation qu'on suppose que le lectorat fera. Alors évidemment, le New York Times a un lectorat assez particulier. C'est un cercle de connivence, comme dans la plupart des journaux. Le New York Times ne publiera jamais les caricatures de Charlie, scatologiques. Ça ne correspond absolument pas au goût de son lectorat. Mais il reste que le message, c'est que nous faisons de la censure et que vous ne serez jamais choqués par ce qu'on présentera. Ce qui est quand même très gênant comme message envoyé à ses lecteurs. Certes, mais Monique Cantos-Perber, est-ce que ça ne signifie pas aussi que la presse française, ou tout simplement la France, est aujourd'hui très isolée dans sa capacité à considérer qu'il est important de continuer à faire des caricatures, le discours d'Emmanuel Macron, qui ne serait probablement pas tenu par d'autres responsables politiques de par le monde. N'est-ce pas le signe que ces micro-agressions, puisque finalement ce à quoi vous faites référence, ce sont les micro-agressions dont s'estiment victimes ceux qui peuvent être caricaturés ou ceux qui considèrent que leur foi est caricaturée. Eh bien aujourd'hui, on a abdiqué dans beaucoup de pays par rapport à ces micro-agressions et on considère qu'il faut les éviter à tout prix. Alors je me concentrerai sur la France si vous voulez bien. Il ne faut pas trop en dire pour être sûr qu'on dit l'essentiel. Or, ce qu'il faut dire dans ces circonstances-là, c'est qu'il y a une loi française
qui ne punit pas le blasphème, qui ne punit pas l'atteinte aux croyances religieuses. Il y a des institutions qui gardent le pacte républicain, l'école en est une, et il y a des programmes et des manières de vivre qui, d'une certaine manière, sont des manières de vivre qui sont la traduction, l'incorporation, l'incarnation de toutes ces valeurs. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça l'essentiel. Et dans ce cadre-là, les caricatures, si elles ne sont pas caractérisées comme injures aux personnes ou diffamation à l'égard des groupes, ne seront pas punies par la loi et l'État sera toujours derrière un caricaturiste. Ça, c'est l'essentiel qu'il faut dire. Aucun gouvernant ne va faire l'éloge. Enfin, on peut ne pas aimer les caricatures et les défendre. On peut ne pas aimer les caricatures de Charlie, même si l'on rit parfois malgré soi parce qu'elles sont souvent extrêmement talentueuses, mais en même temps les défendre de manière acharnée. Je crois que plutôt que la caricature en tant que telle, il faut revenir et rappeler l'engagement à l'égard des principes qui justifient que toute la France soit derrière ces caricaturistes, même si les Français peuvent avoir des sentiments divers sur ces caricatures. Oui, mais alors justement, quand je vous dis que la France est isolée, si j'ouvre le New York Times, la version internationale, aujourd'hui, je tombe sur un article qui est titré de la manière suivante: est-ce que la France encourage le terrorisme islamiste? Et comment l'encouragerait-elle? Eh bien, elle l'encouragerait en considérant qu'il y a un problème de séparatisme, et ce séparatisme, nous dit l'auteur de l'article, eh bien, nourrirait le communautarisme, lequel ferait le lit du terrorisme. Et cet article, il est signé par un universitaire français, puisqu'il s'agit de Vincent Gesser. N'y a-t-il pas là précisément l'une des thèses? On évoquait le relativisme, on évoquait donc la question donc du procès du discours contre le séparatisme. N'est-ce pas aussi le signe à la fois qu'un certain nombre d'universitaires, Monique Cantos-Perber, pensent qu'il y a une responsabilité de la République dans le terrorisme, mais aussi le fait que la France est de plus en plus isolée dans sa lutte, en tout cas sa lutte avec ces moyens-là contre le terrorisme islamiste? Si la lutte de la France consiste à énoncer le problème et à se donner les moyens de lutter contre lui, elle ne peut pas être isolée. En tout cas, si elle était isolée, ce ne serait pas du tout à comprendre comme une indication qu'elle a tort. Il faut absolument dire les choses pour pouvoir lutter contre elles. Sinon, on ne peut absolument pas contribuer à une conscience collective ou à définir l'objet que l'on veut combattre. Maintenant, si vous voulez, c'est de bonne guerre, si je puis dire, que ces manœuvres qui sont toujours des manœuvres d'intimidation, qui consiste à dire tout ce que vous faites pour remédier à un phénomène ne fait que l'aggraver. Conclusion, ne faites rien. Et puis ça va se guérir tout seul, il n'y a rien à voir. Détournez-vous de ce problème. Ce serait vraiment tout à fait malheureux. Ça consiste un peu aussi à dire le problème, c'est vous. C'est-à-dire que le problème, c'est la manière dont vous nommez les choses. Et il est vrai que là, il faut faire preuve quand même de beaucoup de prudence. Il faut les nommer sobrement et de manière et en faisant comprendre que l'on sera inflexible sur leur défense. Donc, d'une certaine manière, le terme de séparatisme est un terme que je n'aime pas, mais qui a le mérite de marquer que certains courants qui sont véritablement en guerre, ou en tout cas extrêmement hostiles aux valeurs républicaines, sont territorialisés, sont plus précisément rapportés à certains territoires. C'est la seule vertu de ce terme. Et comme jugement de valeur d'une société qui se séparerait d'une autre, je crois qu'il peut prêter à confusion, parce que ça ne concerne absolument pas l'ensemble de la communauté musulmane, c'est bien évident. Donc la sobriété dans la nomination du problème et la rigueur avec laquelle le problème est caractérisé sont deux éléments essentiels qui font déjà partie du programme de lutte et du programme de solution de ce problème. C'est absolument nécessaire de le rappeler. Maintenant, l'idée que le fait que la France ait désigné le problème islamiste
et désigner le mal, comme certains le disent aujourd'hui, ne peut pas lui être reproché, et prétendre que c'est cela qui cause le renforcement et la recrudescence de ce problème, c'est tout de même une façon de retourner la réalité qui est assez saisissante, c'est totalement sophistique. Simplement, il y a des manières de nommer le problème qui peuvent en effet l'embrumer complètement, qui peuvent le faire perdre de vue et qui peuvent faire en sorte que ceux qui devraient que beaucoup d'autres personnes qui n'ont absolument pas partie au problème se sentent également visées. Je vais le dire autrement parce que cet article cite de grands islamistes, de grands théoriciens de l'islam en France qui considéraient que justement la communauté musulmane était particulièrement normale en France. Anormalement normale, c'est l'expression qui est utilisée, signe qu'il y avait une intégration et des mœurs qui étaient en tout point comparables à celles de la société. Et donc l'idée qui est soutenue dans cet article, c'est que finalement, si on fait un procès en séparatisme, on va durcir le dur et donc on va provoquer les réactions qui sont les réactions inverses de celles que l'on cherche à éliminer. On va effectivement provoquer de la ségrégation, de la discrimination, et il y aurait un lien de cause à effet entre la ségrégation et le terrorisme. Est-ce que ça, c'est de la sophistique pour vous ? C'est en tout cas le but de guerre, si je puis dire, de ces pressions et intimidations islamistes en France. C'est de faire en sorte que la population française réagisse de manière hostile à l'égard de la communauté musulmane, de plus en plus hostile, que l'islamophobie, qui est pour l'instant une pure et simple fiction agitée et même théorisée depuis cette fameuse déclaration de novembre 2019, devienne une réalité, en quelque sorte, qui est des sentiments hostiles à l'égard de la communauté musulmane de plus en plus répandue dans la population française, et que d'une certaine façon, à ce moment-là, un des buts de la conquête islamiste était atteint, c'est-à-dire le ralliement de la communauté musulmane. Bon, ça c'est un des buts poursuivis. Le deuxième but, c'est évidemment que la France renonce à ses lois, qu'elle soit en quelque sorte toujours en train de réagir quand même avec un temps de retard sur un certain nombre de manifestations, avec des lois de plus en plus restrictives, et d'une certaine manière que l'état de droit qu'elle revendique comme sa valeur propre soit de plus en plus remise en cause. Ce sont ces deux buts, et c'est sur ces deux buts qu'il faut avoir une vigilance particulière. Ne pas rallier, éviter le ralliement de la communauté musulmane, ça me paraît quand même extrêmement facile. Le message est très clair. Il n'y a pas eu, à la suite des événements de 2015, il n'y a eu aucune, me semble-t-il, c'est une chose qui a été étudiée d'ailleurs, qui va bien au-delà de mes impressions, il n'y a eu aucune remise en cause, aucune hostilité particulière à l'égard de la communauté musulmane. Donc je peux dire, la communauté musulmane résiste, elle est vraiment pour la très grande majorité d'entre elles parfaitement, enfin en tout cas elle a totalement sa place dans la communauté française, mais je dirais aussi la communauté française, ce qu'on peut désigner par cela, résiste aussi. Donc ce mouvement-là, cette volonté de ralliement n'a pas été couronné de succès. C'est ça le danger du terme d'islamophobie, en quelque sorte. Ça fait partie de ces redoutables prédictions qui pourraient se révéler être des prédictions autoréalisatrices et qui finiraient par créer le phénomène qu'elles ont annoncé comme un épouvantail. Qu'est-ce qui était désigné dans cette fameuse déclaration contre l'islamophobie qui a été très largement signée par un ensemble de partis, essentiellement, il faut le dire, des partis de gauche et d'extrême gauche, pas le parti socialiste. Ce que cela disait, c'est qu'il y avait des lois discriminatoires à l'égard de la communauté musulmane. Quand on demande lesquelles, eh bien, il s'agit de la loi de 2004 sur le port du voile à l'école et la loi de 2010 sur le port de la burqa dans l'espace public, qui ne sont pas des lois discriminatoires, ce sont des lois qui visent le port des signes religieux et pour la deuxième, le port d'un costume qui compromet la sécurité publique, en tout cas qui n'est pas compatible avec la manière dont on l'entend. Par ailleurs, des discriminations systématiques. Alors qu'il y ait des discriminations, c'est certain, mais qu'elles soient systématiques et inspirées par l'État est quelque chose d'absolument infondé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, selon vous, de racisme systémique ? Non, il n'y a absolument pas de racisme systémique. Nous sommes dans un État républicain. La première définition d'un État républicain, c'est l'égalité devant la loi et l'absence de privilèges.
Maintenant, évidemment, on ne peut pas nier que les choses soient beaucoup plus difficiles dans certaines circonstances pour quelqu'un qui est issu de la communauté musulmane. C'est régulièrement répertorié, réticence pour louer un appartement, réticence pour avoir un emploi, etc. Mais ce sont des choses qui sont documentées et il y a vraiment une action d'État, une action pilotée par l'État pour lutter contre cela. Mais là, on a affaire à d'autres phénomènes. Donc, si vous voulez, cette notion d'islamophobie est très dangereuse parce qu'elle consiste à accréditer, à faire de toute espèce de situation qui pourrait être plus difficile pour quelqu'un issu de l'immigration, une sorte de preuve redoutable d'une attitude de rejet global de la population française à l'égard de la communauté musulmane. Et c'est tout à fait dangereux. Ce qui veut dire que ce qui est en cause, c'est finalement la laïcité à la française. Ce qui est en cause, c'est peut-être la laïcité à la française, mais à tort, parce que la laïcité à la française est une laïcité très tolérante. L'esprit des lois de 1905 sont véritablement un esprit de liberté. Il s'agit de défendre les religions et de défendre l'absence de religion, de défendre les croyances et de défendre l'incroyance, de créer une règle commune qui permette à cette diversité de convictions religieuses ou d'absence de convictions religieuses de coexister. Et ce sont des lois, j'insiste sur ce fait, qui demandent la totale neutralité et laïcité de l'action publique. L'État ne porte pas de signes religieux, aucune religion n'est favorisée. Mais ce sont des lois également qui insistent sur le fait que l'espace public est un espace public neutre, mais pas nécessairement laïque. Je cite souvent cette expression d'Aristide Briand, qui a été un des promoteurs de cette loi. Tout le monde peut se promener dans la rue avec une soutane, même un prêtre. Mais lorsque l'on voit que ces lois qui ont plus d'un siècle sont aujourd'hui des lois strictement françaises ou presque, Monique Cantos-Perber, lorsqu'on voit que chez les jeunes, la question de l'universalisme est une question qui est de plus en plus observée avec méfiance. Est-ce que ça n'est pas le champ du signe de cette vision-là du monde? Alors on peut le regretter, le déplorer, mais il faudrait hélas peut-être aussi le constater. Chaque pays a sa tradition culturelle. Il se trouve qu'en France, où la religion a joué un rôle considérable, puisque tout de même l'école, en particulier l'école primaire, a été largement entre les mains de l'Église pendant plusieurs siècles, avant que l'institution scolaire se définisse comme institution nationale et publique, et laïque, bien évidemment. Donc en France, nous avons une tradition tout à fait particulière. Il ne faut pas oublier que la loi de 1905 a été précédée par de considérables débats. D'ailleurs, Anatole Leroy-Beaulieu a publié en 1902 un ouvrage qui s'appelait « Les doctrines de la haine ». Donc on est vraiment dans un contexte de 2020, là, si je puis dire, avec les discours de haine. Ces doctrines de la haine, c'était les discours laïques s'adressant aux juifs, aux protestants et aux catholiques. Donc, si vous voulez, on était dans un état d'ébullition. Et cette loi a été pacificatrice. Je ne pense pas que ce soit un modèle condamné. C'est le seul modèle qui permette d'aménager la diversité des croyances. Alors évidemment, on peut changer le statut des associations, insister sur le fait qu'elles doivent être cultuelles et pas culturelles quand elles s'occupent de religion. On peut intervenir à la marge, mais l'esprit de la loi doit être absolument gardé.